Bonjour à tous, on se retrouve pour le thème 4 sur l'environnement et on va parler donc des États-Unis et de l'objet d'étude conclusif et on va se poser la question suivante. Comment a évolué la perception de l'environnement aux États-Unis? Alors pour construire un raisonnement, on va d'abord partir d'un paradoxe. Un paradoxe, c'est quoi? C'est une opposition. Et je vais partir des chiffres pour vous le montrer. Donc aux États-Unis, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a quand même des données qui sont plutôt positives pour la protection de l'environnement. Ils sont par exemple 62 parcs naturels, 13% de leur territoire est protégé. Mais à côté de ça, on a des chiffres beaucoup plus négatifs. Par exemple, les États-Unis, c'est les deuxièmes pollueurs du monde, derrière la Chine, avec 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi le premier pays producteur de pétrole au monde. Alors, comment je vais raisonner? Tout simplement, je vais d'abord vous prouver qu'il y a deux façons de voir l'environnement aux États-Unis. Ça va s'appeler de la wilderness à l'agro-business. Puis, dans une deuxième partie, je vais vous montrer que certains Américains, au XIXe siècle, ont été considérés comme des précurseurs de l'environnementalisme. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer que les conceptions de l'environnement qui existaient déjà au XIXe siècle, on les retrouve encore aujourd'hui. La wilderness est une vision idéalisée de la nature inspirée aux colons américains par des auteurs, des peintres romantiques européens. Donc oui, il ne faut pas oublier que la colonisation, elle vient d'Europe et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des influences européennes sur ces premiers explorateurs. Alors ici, je vous ai parlé de Lewis et Clark, vous pouvez voir leur portrait, et ils donnent des récits enflammés de cette nature sauvage et des grandes immensités. La colonisation des États-Unis, elle se déroule de l'Est vers l'Ouest. Et évidemment, là, je vous ai mis sur cette carte les deux expéditions de 1804-1806 qui avaient pour but de découvrir l'Ouest inexploré et mystérieux. Alors, à l'époque de Lewis et Clark, le territoire américain est déjà habité par des Amérindiens, qu'on appelle aussi des natifs. Mais cette multitude de tribus indiennes très diverses a une empreinte écologique faible. Et donc, on ne voit que très peu l'anthropisation des Indiens sur le territoire. C'est certainement ce qui explique les descriptions de vastes territoires vierges, sauvages, sans aucune vie. S'aventurer dans le Grand Ouest peut être très dangereux. On pense par exemple aux aléas climatiques. Il peut y avoir des tornades, notamment au centre des États-Unis, dans ce qu'on appelle l'allée des tornades. Au nord, dans la partie près du cercle polaire, il y a des blizzards, il y a des tempêtes de neige, donc ça peut être extrêmement dangereux. Faut pas perdre de vue non plus qu'il y a des prédateurs, des ours, des loups, sans compter que les tribus indiennes, parfois sont accueillantes, mais parfois peuvent avoir des réactions hostiles vis-à-vis des incursions des colons et vis-à-vis de leur comportement parce qu'ils arrivent avec de l'alcool, des armes à feu et donc ça se passe pas toujours forcément très bien. À notre époque, l'esprit de la wilderness existe toujours. Vous pouvez le voir à travers des publicités, des documentaires. C'est toujours un argument très vendeur aux États-Unis. Alors l'autre perception de l'environnement aux États-Unis qui apparaît au même moment que la wilderness, c'est l'esprit pionnier. C'est une image que l'on trouve dans la littérature américaine chez des écrivains comme Monsieur Emerson ou Monsieur Thoreau. Elle donne une image idéalisée du pionnier qui le présente comme un héros qui a gagné le droit d'exploiter sa terre après toutes les difficultés qu'il a dû affronter. Certains historiens pensent aussi que cette image a été diffusée par les colons puritains protestants. Donc ça serait une vision religieuse. Ces protestants, pour eux, en gros, ça serait l'idée de trouver un paradis terrestre donc dans le Nouveau Monde et d'avoir le droit d'exploiter ce paradis terrestre. Voilà, alors quoi qu'il en soit, cette image du pionnier héros des grands espaces est devenue un élément fort de l'identité américaine. Et vous pouvez voir deux photos que je vous ai trouvées sur un fansite. Alors une autre explication de l'esprit pionnier, c'est ce qu'on appelle le courant de la destinée manifeste, donc qui est formulé vers le milieu du 19e siècle. Et là, ici, je vous ai mis une gravure qui montre une allégorie de la destinée manifeste. Donc c'est une jeune fille. Elle incarne la civilisation, le progrès, et elle fait reculer donc le monde sauvage, les animaux, les Indiens, et bien sûr annonce la mise en exploitation du territoire. Alors cet idéal pionnier, vous l'avez encore à notre époque, puisqu'on le retrouve notamment dans des publicités, mais aussi dans des séries. Donc là, je vous ai mis La Petite Maison dans la Prairie, c'est une série de 1974, et il y a eu 205 épisodes sur le thème des pionniers. Voilà. Et donc c'est de cet idéal pionnier que vient aussi l'idée de rêve américain. Vous savez, ces personnes qui arrivent sur le sol américain puis qui font fortune, comme Arnold Schwarzenegger par exemple, qui est un exemple du rêve américain.
Alors la conquête du territoire américain se poursuit hein, tout au long du 19e siècle. Vous savez qu'en 1848, il va y avoir une rumeur qui annonce qu'il y a de la présence d'or, notamment en Californie, et ça va déclencher une véritable ruée. Donc la colonisation se poursuit vers l'ouest. À partir de la fin du 19e siècle, il y a un autre phénomène qui va faire que les Américains vont contrôler encore mieux et maîtriser encore mieux leur territoire, c'est la révolution industrielle. Donc une révolution qui prend forme dans les communications et dans les transports, donc en particulier le chemin de fer, mais aussi, comme vous le voyez à droite, la mécanisation de l'agriculture qui devient spécialisée, elle devient intensive, productiviste. On produit plus seulement pour se nourrir, mais pour gagner de l'argent. Elle va s'organiser dans une chaîne qui s'appelle l'agrobusiness et elle va modifier considérablement le paysage et bien sûr l'environnement. Alors certains territoires sont complètement consacrés à l'agriculture et vous avez tous entendu parler de la Corn Belt, hein, cette ceinture de maïs. Donc le terme a été inventé dès 1927 par un géographe qui s'appelle O.E. Baker. Faut parler aussi des industries pétrolières hein, qui se développent, alors d'abord dans les Appalaches puis au Texas. Et l'idée ici, c'est d'assurer évidemment l'indépendance énergétique. Le phénomène se renforce encore plus dans la seconde partie du XXe siècle, pendant la période dite entre guillemets des Trente Glorieuses, hein, Monsieur Fourastier. Et pendant cette période-là, se développe la civilisation de la voiture, qui provoque évidemment l'étalement urbain que les Américains appellent le sprawl. S-P-A-R-A-W-L. Voilà, et donc l'environnement, à partir de ce moment-là, devient encore plus un élément de la puissance du pays. On a l'impression que les ressources du territoire sont complètement illimitées et on a un mode de vie très énergivore, une société où le bonheur, c'est de consommer, donc société de consommation, en gaspillant, en menant une course à la consommation avec ses voisins. Et dès 1930, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des atteintes à l'environnement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du Dust Bowl quand on avait fait le cours sur la crise des années 30. On pourrait aussi parler de l'extinction des bisons qui ont quasiment disparu au XXe siècle. Alors très tôt, des intellectuels américains ont pris conscience des menaces sur l'environnement. Donc là, je vous en ai mis deux. Alors un des plus anciens, c'est monsieur Henry David Thoreau, l'écrivain dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis surtout celui qu'il faut retenir, c'est John Muir. On va expliquer. Alors bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la deuxième moitié du 19e siècle, ces Américains, considérés comme des précurseurs de la pensée environnementale, attirent l'attention sur les atteintes à l'environnement. Mais attention, ce mouvement ne concerne à l'époque qu'une toute petite partie des élites américaines et longtemps la protection de l'environnement se limite juste à quelques sites emblématiques. Pour John Muir, alors lui, il est important à retenir parce qu'il a inventé l'idée de préservation. La préservation, c'est synonyme d'interdiction. Il faut empêcher toutes les intrusions humaines dans des espaces qui sont des espaces sanctuarisés. Il est très connu parce qu'en 1890, il va obtenir que le parc du Yosemite soit classé parc naturel national. Il crée aussi un club pour protéger la Sierra Nevada. Alors l'autre intellectuel considéré comme un précurseur, c'est Gifford Pinchot. Donc je vous ai mis la photo pour que vous le voyez. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'intéressait surtout à la protection des forêts. Donc je vous renvoie à l'étude de cas qu'on a fait sur les forêts. Alors ce monsieur, il invente le concept de conservation. Lui, il pense qu'on peut protéger tout en exploitant les ressources de manière raisonnée et modérée. Il peut y avoir des activités humaines qui sont rentables dans un espace protégé. Voilà, alors vous vous doutez bien qu'il y a eu conflit, il y a eu des débats entre d'un côté John Muir et Monsieur Pinchot. Donc je vous ai mis un texte justement qui montre un débat à propos d'un barrage dans la vallée de Hetch Hetchy, donc dans le parc du Yosemite. Voilà. Alors ces deux intellectuels, ils ont eu une influence importante sur le monde politique de leur époque, et en particulier sur le président Roosevelt, qui a été à l'origine de nombreux projets, mais on va en parler. Alors une des premières politiques qui a été menée, on l'a dit, donc c'est la sanctuarisation de l'environnement.
Et donc dès 1872, on commence à créer des parcs naturels. Alors les parcs naturels, je vous les montre sur la carte. Donc le tout premier qui est créé ici, c'est Yellowstone en 1872. Donc vous voyez, hein, les premiers parcs naturels sont créés dans l'ouest, hein, là où il y a la fameuse wilderness. Et donc c'est sanctuarisé et patrimonialisé. Par contre, vous oubliez pas que quand on sanctuarise ces parcs, on met à la porte tous les Amérindiens qui habitent dans cet espace, hein. Ils ne sont pas inclus du tout dans le projet et ils sont déplacés et exclus de la région. Vous avez l'autre parc dont on a parlé, donc le parc du Yosemite qui est ici. Et si vous devez en retenir un troisième, ben, c'est le Grand Canyon qui est juste ici. Les parcs naturels, c'est une première série de mesures. On va créer d'autres choses, notamment l'Office des forêts au début du XXe siècle. Et puis, vous avez certains présidents qui ont eu une politique très prolixe. Ils ont pris de nombreuses réformes, notamment Roosevelt, 150 forêts protégées, 6 parcs nationaux, 51 réserves ornithologiques. On pourrait citer aussi Nixon en 1970 avec le Clean Air Act ou Monsieur Jimmy Carter en 1980 avec sa loi de protection de l'Alaska. Dans la lignée de Pinchot, des politiques de conservation et de mise en valeur sont créées, notamment dans les parcs. Alors on parle d'économie de conservation. Les premiers touristes, ils arrivent au début du XXe siècle, ils visitent les parcs et qui deviennent donc des espaces de loisirs. Ça a permis de rentabiliser notamment des lignes de chemin de fer qui n'étaient pas rentables jusque-là. Mais la fréquentation croissante entraîne des dégradations, la saturation des axes, donc des embouteillages de plus en plus nombreux avec le développement de la civilisation de la voiture, des nuisances aussi pour les villes voisines. Et ça s'est renforcé encore plus avec l'apparition des réseaux sociaux, parce que la politique de marketing de ces parcs nationaux, elle est basée sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, on pourrait parler de surfréquentation, voire d'ailleurs un petit clin d'œil à Sylvie Brunel de Disneylandisation du Grand Canyon notamment. Dans les 62 parcs, on couvre 210 000 km² et il y a plus de 300 millions de touristes par an. C'est quasiment la population des États-Unis qui visite ces parcs tous les ans en fait. Alors, la double conception de l'environnement aux États-Unis se retrouve encore aujourd'hui, et on la voit dans l'attitude des présidents. Je vous ai pris 2 exemples intéressants. Alors tout d'abord, Monsieur Obama. Monsieur Obama, il a fait la promotion des énergies renouvelables, il a investi 7 milliards dans la green tech, il a fait des États-Unis des leaders mondiaux dans le domaine du solaire et de l'éolien. Pour lui, l'environnement, c'était même un argument de sa campagne électorale, mais il a une attitude un petit peu décevante en 2009 au sommet de Copenhague où il part avant la fin. En 2015, il signe la COP21, mais tout en sachant qu'il n'a pas la majorité des sénateurs et du Congrès derrière lui pour lui accorder les fonds aux États-Unis. Même si 56% des Américains le suivent, eh bien, il n'a pas l'accord du Sénat. Et puis juste à côté, je vous ai mis Donald Trump. Alors lui, on en a déjà parlé, hein, c'est un climato-sceptique ou climato-négationniste et il a annulé plus d'une centaine de mesures sur le climat aux États-Unis. Alors c'est vrai que l'attitude des présidents peut paraître parfois inquiétante pour la communauté internationale. L'attitude des présidents, c'est une chose, mais celle de l'opinion publique américaine, c'en est une autre. Et il y a une rumeur en ce moment qui court, comme quoi il y aurait, depuis 2017, depuis le mandat de Monsieur Trump, un réveil de l'opinion américaine à propos des questions d'environnement. Alors, je vais vous montrer que, bien sûr, c'est un préjugé et c'est une idée, bien sûr, préconçue. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des évolutions récentes et je vous ai mis 2 exemples. Notamment, la première évolution, c'est la prise en compte des Amérindiens et la valorisation de leur patrimoine. Alors, comme exemple, j'ai pris Charles Sams. Charles Sams, c'est un Amérindien qui vient de devenir, donc c'est tout récent, en 2021, le directeur du service des parcs nationaux. Et puis l'autre exemple que je vous ai mis, c'est Rifkin, un auteur, un conférencier, qui propose une 3e révolution industrielle donc aux États-Unis pour réaliser la transition énergétique et lutter bien sûr contre le réchauffement climatique. Il y a eu d'autres lanceurs d'alerte récents, comme le sénateur Al Gore, un démocrate, hein, qui a lancé donc des alertes sur le réchauffement climatique, le tout premier à faire une vidéo là-dessus et à la médiatiser. Et puis en 2020, on aurait pu parler aussi de Monsieur Biden, hein, qui met au centre de son programme le Green New Deal. On constate aussi à l'échelle municipale et à l'échelle fédérale des avancées en matière de protection de l'environnement. Donc c'est ce qui fait dire que depuis peu, il y a un réveil de l'opinion américaine.
Si vous croyez que l'opinion américaine s'est réveillée en 2017, eh bien, c'est une idée reçue. En réalité, vous vous rappelez encore ce qu'on a dit, la prise de conscience dans les pays industrialisés des problèmes d'environnement, c'est dans les années 60 et 70. Eh bien, les Américains ne font pas exception. C'est souvent lié d'ailleurs à des catastrophes technologiques. Je vous ai mis là une photo de la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989. Et puis, si vous êtes allé au cinéma voir le film, vous connaissez aussi peut-être l'accident de 2010 de la plateforme Deepwater Horizon. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des lanceurs d'alerte très anciens sur les problèmes d'environnement. Je vous ai mis donc Rachel Carson qui a écrit un livre qui s'appelle Silent Spring, où elle dénonce les pesticides et les grosses multinationales qui produisent ces pesticides. On pourrait parler aussi des mouvements sociaux. Alors les mouvements sociaux, on pense aux hippies. Les hippies, dans les années 60-70 surtout, ce sont des gens qui ne veulent pas aller faire la guerre au Vietnam, mais ce sont aussi des gens qui critiquent la société de consommation. D'ailleurs, la première grosse manifestation pour défendre l'environnement, c'est le Earth Day en 1970. 2 millions de personnes quand même dans la rue. Et puis, plus proche de nous, je vous ai mis les Moms qui en 2017 manifestent parce qu'elles sont pas contentes elles sont pas du tout d'accord avec la politique de Monsieur Trump et donc elles manifestent pour dire qu'elles veulent aussi défendre l'environnement. Alors oui, une partie des Américains se déclarent pour une meilleure justice environnementale, mais à côté de cela, le Parti écologique fait moins de 1% aux élections. Paradoxe, me direz-vous. Il semble que certains électeurs américains soient moins prêts à abandonner leur mode de vie et puis n'ont pas encore pris conscience de la finitude des ressources terrestres. Il existe aussi aux États-Unis un blocage important qui vient des entreprises. Alors il y a deux sortes de blocages. Le premier, c'est certaines entreprises qui refusent d'impacter leurs bénéfices en modifiant leur mode de production. Elles ont des arguments très sérieux. Elles disent que si elles doivent modifier leur mode de production, cela va créer du chômage, moins de richesse et moins de puissance pour le pays. Ces entreprises, elles s'organisent en associations qu'on appelle des lobbies et elles font ce qu'on appelle du lobbying, c'est-à-dire qu'elles dépensent des sommes astronomiques pour défendre leurs intérêts. On peut citer le lobby automobile ou le lobby pétrolier, par exemple, aux États-Unis. Et puis, d'un autre côté, vous avez des entreprises qui ont une attitude beaucoup plus fourbe. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ce sont des entreprises qui surfent sur la mode de l'environnement pour vendre. Donc, on fait attention à l'environnement, on aime les fleurs, on plante des arbres, mais à côté de ça, en réalité, ils ne changent pas du tout leur mode de production. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Google, où on a des associations écologistes qui manifestent devant le siège social de l'entreprise. Et puis, bien sûr, on pourrait citer, il n'y a pas longtemps, le scandale Head & Shoulders, qui a utilisé évidemment des produits toxiques et qui ne respectent pas non plus l'environnement. Alors, il nous reste donc à conclure et dans cette vidéo, nous avons démontré plusieurs éléments clés. Première chose, il existe deux conceptions de l'environnement aux États-Unis. Elles sont héritées des premiers colons et s'opposent. D'une part, on idéalise une nature vierge et sauvage qu'il faut absolument protéger des hommes, donc c'est la wilderness. Et de l'autre part, l'idée que l'exploitation du territoire américain est une des bases de la puissance du pays, essentielle au confort de la population et à son mode de vie, l'American Way of Life. Les Américains ont été considérés longtemps comme des précurseurs de l'environnementalisme, mais ce mouvement a été limité à quelques intellectuels, politiques ou membres des élites. Seuls quelques sites emblématiques sont sanctuarisés et patrimonialisés au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'opinion américaine est toujours scindée en deux, malgré une prise de conscience croissante depuis les années 60. À l'échelle nationale, peu d'avancées sont constatées, car il y a de nombreux blocages, en particulier des entreprises, mais aussi des citoyens. Et les États-Unis restent le deuxième pollueur du monde. Mais ce n'est pas le cas à l'échelle fédérale, municipale et locale, où l'on constate davantage d'initiatives de protection. On parle d'hétérogénéité des gouvernances, et c'est spécifique aux États-Unis. Nous en parlerons plus dans notre prochaine vidéo.